Bonjour, enfin du mouvement sur le Bitcoin. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier tous les abonnés, notamment les derniers abonnés. Aïe, enfin, on est 8000 abonnés. Donc, pour vous remercier, comme vous savez, à chaque fois, depuis les 1000 abonnés, chaque 1000 abonnés, je fais un petit giveaway. Donc, ça a commencé à 10 euros, puis 20, puis 30, puis 40. Donc là, théoriquement, on en est à 80 euros. Mais ce coup-ci, je vais changer finalement parce que j'ai pas envie seulement de faire profiter une seule personne. Donc, ce qu'on va faire, cette semaine, il y aura 40 euros à gagner. Et ensuite, pendant 4 semaines, il y aura 20 euros chaque semaine. Et donc, au total, ça fera même pas 80 euros, ça fera 120 euros de giveaway. Voilà, donc cette semaine, 40 euros. Pour participer, c'est simple, il suffit d'être abonné et laisser un petit commentaire sous les vidéos de la semaine. Je prendrai une vidéo, je ferai un tirage au sort dans la vidéo de lundi prochain. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps puisque il y a pas mal de choses à dire. On va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine qui est pratiquement entièrement rouge, hein, à part RNDR, XRD 8% et CAS avec un très joli 19%. Mais globalement, c'est du plus 5 à du moins 5 à moins 10% sur l'ensemble des altcoins. On a même RLB qui nous fait un moins 31%, Ton un moins 14% et ARB un moins 13%. Le CryptoFear, aujourd'hui 40, hier 40, semaine dernière 40, mais ça risque de changer parce que ça ne prend pas en compte, bien entendu, encore la journée d'aujourd'hui, qui va être update dans 5 heures. Donc ça va être relativement plus bas, théoriquement, demain, après la chute d'aujourd'hui. Le dollar, donc comme prévu, petite réaction sur au niveau juste en dessous de la zone des 0,382, donc le premier arrêt. Donc premier niveau important, bien entendu. Donc petite réaction baissière en weekly. Je vous rappelle qu'on a quand même 8 belles bougies vertes. Donc potentiellement cette semaine, première bougie rouge. Alors attention, la semaine ne fait que commencer. Si on se place en daily, voilà, on vient refaire un petit test pour l'instant juste de cette trendline haussière. On avait vu également qu'il y avait une belle divergence daily avec clairement un plus haut ici et alors on va hop zoomer un plus bas sur le RSI. Bien entendu, la divergence sera confirmée seulement si on casse ce niveau-là et là on pourra attendre une chute bien plus importante. Mais déjà, il va falloir casser la trendline. Donc, ouais, c'est sur Twitter, on m'a mis en commentaire. Ah, on aura droit à une petite vidéo encore sur y a-t-il un menteur puisque le Bitcoin et le dollar chutent en même temps? Non. Non, puisque sur le court terme, ça n'a aucun intérêt puisque ils ne sont pas forcément inversement corrélés sur du court terme. Par contre, effectivement, si dans les jours qui viennent, le dollar continue à chuter sur plusieurs jours et que le Bitcoin également continue à chuter, là on s'intéressera parce qu'il y en aura un des deux qui ment. Voilà, parce que sur du moyen long terme, ils sont toujours inversement corrélés. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore, c'est pas encore le cas. Donc, le gap. Alors la semaine dernière, on avait un petit gap ici, exactement au 26 230 $. Il a été comblé. Il a été comblé ici avec voilà, la bougie de la semaine. Donc on va enlever ici. Le gap a été comblé. Et on a un nouveau, alors c'est un mini gap, hein, c'est vraiment un mini gap. On va zoomer un peu, voilà. Mais gap quand même, hein, mini ou pas, ça reste un gap. Hein. La taille du gap n'importe peu sur le fait qu'il est censé être comblé. Au 26 000 tout rond, voilà, 26 000 $ tout rond. Donc nouveau gap. Comme vous le savez, en général, les gaps, ils sont comblés dans la semaine ou la semaine qui vient, la plupart du temps. Sinon, si ce n'est pas le cas, en général, il faut attendre souvent plusieurs mois avant qu'il soit comblé. Donc si on devait avoir un rebond, que ce soit parce qu'on a trouvé un bottom ou juste un rebond avant d'aller plus bas, on pourrait retourner aux 26 000 $, combler le gap. Un petit coup d'œil rapide sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, comme on l'avait vu, on était dans un triangle sous une trendline baissière également. Et également, on a la trendline long terme hein, qui dure depuis le mois de juin 2022, donc depuis plus d'un an. Donc
qui a supporté le prix ici, qui a fait même on a rebondi depuis cette trendline, on l'a cassé. On est venu faire un pullback, d'ailleurs c'était une très belle occasion de short parce qu'on avait une triple résistance. On avait donc le haut du triangle, la trendline baissière et également donc cette trendline long terme. Ici, là, sur la mèche ici, on est venu faire vraiment un retest, triple résistance, c'était un bon moment pour ouvrir un short. Puis on est revenu tester encore une fois le bas du triangle, retester la trendline baissière, mais on en a été rejeté une fois, deux fois, trois fois. Au final, on casse le triangle. On pouvait jouer un short assez facilement sur... alors, hop, on va mettre ça comme ça. Sur l'Ethereum, contrairement au Bitcoin, on va le voir après, parce que vous voyez qu'on avait le temps. On a des bougies clôturées, on est venu faire des pullbacks. Donc on pouvait facilement ouvrir un short, que ce soit sur du 4 heures ou encore pire sur du 1 heure. On pouvait shorter là avec un petit stop un peu au-dessus. On pouvait shorter là sur le pullback. Sur le Bitcoin, c'est pas le cas, hein. Ça a été beaucoup moins propre. Donc c'était beaucoup plus simple si vous voulez ouvrir un short, soit de shorter l'Ethereum, soit de vous fier au graphique de l'Ethereum. Quoi qu'il en soit, cassure directement, grosse bougie baissière en daily. On est venu faire un nouveau plus bas. On a, alors le RSI, il va falloir que j'essaie de le remettre en forme. Alors est-ce que si j'enlève et que je le remets, il va se remettre bien? Parce que là, il est dégueulasse. Voilà, on a une grosse divergence. Alors, pour bien voir les divergences, pensez toujours à passer en droite, en linéaire. Voilà, vous pouvez voir que là, on a clairement un gros plus bas hein, par rapport ici, alors que sur le RSI, on a clairement un plus haut. Donc, grosse divergence haussière. Bien entendu, pour valider cette divergence, il faudra casser ce niveau-là. Donc, voilà, il faut vraiment avoir un rebond assez conséquent. Mais voilà, pour l'instant, belle divergence haussière. Ça ne nous dit pas quand on va s'arrêter, hein, parce qu'on peut très bien descendre encore plus bas. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, on sera toujours sur le coup d'une divergence haussière. Voilà, donc ça c'était rapidement pour l'Ethereum. Le BNB. Vite fait, on va peut-être jeter un coup d'œil au BNB, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé, parce qu'il n'y aura pas d'alt à la fin de vidéo aujourd'hui, hein, il n'y a pas le temps, on verra ça demain. Donc le BNB, c'est pareil, hein, rappelez-vous, ici on avait un triangle, on l'a cassé, bim, ici on avait un autre triangle, et bien tout simplement on l'a cassé également à la baisse, hein, tout simplement, parce que on est dans une tendance baissière, et comme je vous ai dit la dernière fois, en général, les probabilités sont un peu plus importantes de casser à la baisse, même si ce n'est pas des triangles descendants ou ascendants, c'est des triangles, comment on appelle ça, isocèles, je sais pas quoi, on va dire des triangles neutres, on va appeler ça comme ça. Puisqu'on est en tendance baissière, là, la probabilité qu'on casse vers le bas est quand même un peu plus importante. Quoi qu'il en soit, sur le BNB, on casse aussi. On n'a pas encore fait un nouveau plus bas. On a également, comme sur l'Ethereum, une belle divergence haussière. Mais encore une fois, c'est pour l'instant une divergence potentielle. Le Bitcoin. Donc le Bitcoin, comme je vous ai dit, effectivement, alors lui, on n'avait pas un triangle, on avait un très gros range. Hein, en 4 heures, c'est un range immense. Hein. On a fait une extraction ici, mais un très gros range. Donc vous voyez que lui, c'était pas aussi simple si vous vouliez prendre un short. Tout simplement parce que voilà, on est descendu tout droit, il n'y a pas eu le pullback. Alors je vais vous mettre même en 1 heure. Hein. Vous voyez, hop, à partir du moment où on a cassé, il n'y a pas eu de retest, il n'y a pas eu de bougie. Alors même en 30 minutes, hein, vous voyez, c'était quasiment pas possible à prendre. Alors bien sûr, hein, vous pouviez tenter la cassure, hein, mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance si ça va pas faire une mèche comme ici, ou comme souvent ça arrive les mèches. Donc théoriquement, on attend une clôture et il n'y a pas eu de clôture, hein, même en 15 minutes, je crois, vous voyez, même en 15 minutes. Voilà, donc il n'y avait pas vraiment de... C'était pas facile à prendre le short, hein, contrairement à l'Ethereum. Quoi qu'il en soit, on a cassé grosse mèche baissière, grosse bougie baissière plutôt, et on est venu rechercher eh bien, ce niveau-là. Pour l'instant, c'est lui qui fait support. Tout simplement, c'est le... Alors, on va peut-être passer en daily, hein, ce sera plus simple. C'est voilà, le haut de l'ancien range. Hein. Vous voyez, c'est les 25 200 $, le haut de l'ancien range ici, qui a fait résistance ici et ici, puis encore ici. Voilà, alors c'est également lui qui avait fait support ici. D'ailleurs, on n'a pas fait encore de plus bas par rapport au plus bas du mois de juin, mais alors là, ça va dépendre des échangeurs, parce qu'il y a des échangeurs ici, ils ont vraiment une mèche monstrueuse. Donc on n'a pas fait de nouveau plus bas par rapport à ce niveau. Mais par rapport à Binance et pas mal d'autres échangeurs qui n'ont pas une mèche de la mort, on a fait un nouveau plus bas. Et comme sur l'Ethereum et sur le BNB, on a bien entendu une grosse divergence haussière
en cours. Qui sera probablement pas annulé parce qu'on est vraiment clairement plus haut, hein. Donc d'ailleurs, rappelez-vous en daily, ce que je vous dis depuis plusieurs années, en général, les meilleurs bottoms, c'est quand on vient en zone de survente, qu'on a un rebond et qu'ensuite on a une divergence et qu'on vient s'appuyer sur à peu près au niveau, justement, un retest de la zone de survente. En général, ça nous emmène des... voilà, vous voyez comme ici. Là, on a un bas, un plus bas, zone de survente, retest avec une divergence de la zone de survente, et ensuite, voilà. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, en général, c'est très bullish. Donc, on pourrait continuer à descendre un peu, hein, pour revenir chercher là, ou même faire un petit fake out, mais globalement, ça nous dit que potentiellement, on va avoir bientôt un rebond. Donc, ça, c'est pour le court terme. Bien entendu, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le long terme. Mais avant ça, avant d'aller voir les indicateurs, on va quand même jeter un coup d'œil sur le plan Elliott Wave. Donc, le plan Elliott Wave principal, il n'a pas changé. Donc, je rappelle, le plan Elliott Wave principal, c'est on a trouvé un bottom ici, au mois de novembre, décembre, janvier. On a fait une première vague 1 ici, en 5 sous-vagues, bien entendu. Et que depuis, donc depuis le mois d'avril, on est dans une correction en flat. Hein, donc, on a fait un léger plus haut, c'est normal, c'est une flat. Donc, A, B, C. Donc, la vague C d'une flat, on doit pouvoir décompter 5 mouvements baissiers. Donc, 1, 2, 3, 4, qu'on a bien trouvé là, et 5. Donc, pour l'instant, tout va bien. Les objectifs principaux, il y en a deux. C'est celui-là où on est en ce moment, les 0,382, et cette zone-là, mais tout particulièrement cette zone-là, puisqu'il y a un double objectif. Il y a le haut. Alors, l'objectif là en blanc, ça correspond à l'objectif de la vague 2 en blanche. Et en jaune, c'est l'objectif de la flat. Voilà. Et là, ils se cumulent. D'ailleurs, là, ils se cumulent aussi. Parce que là, c'est les 1 pour une flat. Hein. L'objectif pour une flat, on a les 0,618 qu'on a déjà cassés. On a les 1 qui sont équivalents à un double bottom. Et les 1,13 à 23,6. C'est le petit rectangle jaune ici. Et pour la vague 2, on a les 0,382, donc qui sont ici. C'est pour ça que je vous dis là, il y a une double... pareil, il y a une confluence, double objectif. Et ensuite, les 0,5, 0,618. Voilà. Sauf qu'au 0,618, on n'a pas de double objectif. Et ici, on a le dernier objectif de la flat, mais pareil, on n'a pas de double objectif. Donc, mes objectifs principaux, ce sont là où il y a les doubles objectifs, et pour la flat et pour la 2. Donc, c'est le niveau environ actuel, ici, hein, le rectangle bleu ici, et ici. Voilà, aux 23 000, aux environs des 23 400 $. Ensuite, on doit voir également une divergence sur la dernière vague, donc 1, 2, 3, 4, 5 avec une divergence, 1, 2, 3, donc la vague 3 doit être la plus basse, 4 et 5 avec une divergence, c'est exactement ce qu'on a pour le moment. Donc, on pourrait très bien trouver un bottom ici, ou aller plus bas et aller en dessous. Alors, est-ce qu'on pourrait descendre dans les plus petits time frames pour voir, parce que hein, cette vague-là, hein, cette vague 4, doit être constituée également en 5 sous-vagues. Donc là, on aurait notre vague 1. Là, on aurait notre vague 2. Là, on aurait notre vague 3, hein, la plus basse. Donc, vague 3, potentiellement pas terminée du coup. Ou terminée, on ne sait pas. Hein. Donc ensuite, théoriquement, pour finir cette vague-là, on devrait avoir, on va s'enlever le RSI, un rebond et une dernière chute. Et bien entendu, on voudra avoir sur le RSI un rebond et une dernière chute, mais avec une divergence. Voilà. Donc, théoriquement, c'est pas encore fini. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aller beaucoup plus bas, hein, pour avoir un rebond maintenant, hein, venir là, retester par exemple le bas ici d'e-range, ou alors combler le gap aux 26 000 $, que sais-je. Et ensuite, une rechute est venue juste un petit peu en dessous. Hein. Voilà. Et avoir notre divergence, et trouver le bottom. Bon, quoi qu'il en soit, j'attends minimum un rebond et une chute. Après, comme je vous ai dit, la vague 3 est peut-être pas terminée. Donc, avant de faire le rebond, on peut bien sûr aller plus bas. Là, il n'y a rien qui empêche. Hein. Donc, on pourrait aller, c'est pas plus bas, hein, j'en sais rien, au milieu nulle part là. Puis un rebond, hein, retester justement cette zone-là comme résistance. Et au final, aller chercher notre target. Quoi qu'il en soit, le plan
il n'a pas changé pour le moment. On reste avec nos deux targets principales aux alentours des 25 000 et aux alentours des 23 400 $. Bon, maintenant, on va aller faire un petit tour du côté du long terme avec le graphique long terme. Donc, c'est le Bitcoin Index puisque c'est là où on a le plus d'historique depuis 2010. Donc, on a cette fameuse trendline haussière hein, qui a débuté en 2017. Hein. Donc, c'est vraiment une trendline très long terme. Et elle se cumule parfaitement. Alors, vous voyez la zone verte ici, hein, c'est juste un report de cette zone-là. Hein. Donc, l'objectif de la vague 2. Donc, une vague 1, 2. Voilà, objectif de la vague 2. Et vous voyez que si on descend tranquillement, eh bien, on est en plein dans l'objectif. Donc, c'est pourquoi également, cette zone-là, c'est un objectif principal. Voilà. On serait sur une droite, une trendline de support très long terme, donc vraiment gros support. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une petite mèche en dessous, hein, comme on a fait ici, mais globalement, je m'attends qu'en weekly, si on y va, on n'est pas forcément obligé d'y aller, et bien que ce niveau tienne. Donc maintenant, on va aller voir un peu, alors on va laisser ça parce qu'il me faut que je fasse des petits traits, parce que ça s'est effacé le temps que je prépare la vidéo. On va commencer par, donc bien entendu c'est du weekly, hein. Là on va pas être dans le daily, par le RSI. Donc, je vais vous mettre deux petits niveaux. Hop. On va essayer de faire ça bien quand même. Et je vais même, hop là, essayer de le mettre vraiment bien pour faire les choses proprement. Voilà. Donc, rappelez-vous, sur le RSI, on a un niveau important weekly, c'est le niveau 50. C'est lui qui détermine les bull run des bear market. Donc, niveau 50, il est un peu plus haut, il est ici. On l'a cassé. Bon, tant qu'on reste pas trop longtemps en dessous, on a dit qu'il faut attendre le pullback, voir la réaction, si on est rejeté ou pas. En attendant, en dessous, on a le niveau de la dernière chance. C'est les 40. Parce que regardez ce qui se passe quand on casse les 40. Eh bien, on a vraiment un gros mouvement baissier. Ici, regardez, quand on casse le 40, ensuite résistance. Et c'est là qu'on a vraiment un gros mouvement baissier. Ici, c'est pareil. On a cassé les 40. Et regardez, c'est là où on a eu les 50% de chute des 6 000 aux 3 000 $. Covid, pareil, on a cassé les 40. On a eu la grosse chute. Par contre, hein, il peut faire support. Là, par exemple, il a fait support et on a pu avoir cette jolie hausse. Là, il a fait support, on a pu avoir cette jolie hausse. Par contre, quand on passe en dessous, ensuite, vous voyez, il fait résistance. Donc, vous voyez, en général, c'est soit il fait résistance, soit il fait support. Support, 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 résistance. Voilà. Donc, pareil, quand on le casse, résistance, résistance, résistance. Donc, niveau extrêmement important. C'est un peu le niveau de la dernière chance. Voilà. Parce que si on le casse, bien entendu, alors, pour ceux qui ne sont pas encore dans les cryptos, ce sera pour vous une bonne occasion. Parce qu'en général, quand on est sous ce niveau, bah, vous voyez, c'est les bottoms. Alors, par contre, on ne sait pas, ça peut descendre, on peut vraiment chuter très fort. Mais c'est un bon moment pour accumuler à chaque fois qu'on passe en dessous. Bah, comme là, tout simplement, hein, ici, c'était un bon moment pour acheter des cryptos toute cette petite période-là, hein, donc entre les 20 000 et les 15 000 $. Donc si on y retourne, encore une fois, ce sera une bonne opportunité pour ceux qui ne sont pas investis dans le marché des cryptos. Pour ceux qui sont déjà investis fortement, c'est une moins bonne nouvelle pour du court terme du moins. Mais voilà. Alors, on a quoi d'autre? On a une trendline, une petite trendline hein, qui dure depuis le mois de juin 2022, hein, donc ça fait un an, plus d'un an même, un an et quelques mois. Et là, on est en train de la casser légèrement. Alors, c'est pas très grave, tant que le support juste en dessous, on va zoomer, voilà, tant que le support juste en dessous tienne. Donc, chuter encore un peu. Alors, je vais couper le son parce que j'ai encore des alarmes qui se déclenchent. Voilà. Donc, chuter encore un peu, par exemple, pour aller rechercher le niveau des 23 000 $, 23 400 nos positifs, et atteindre ce niveau de support, pourquoi pas. Mais ensuite, voilà, il faudrait rebondir et essayer de récupérer, et ben, au passage, cette petite trendline. Et ça ferait du coup un petit fake out. Et en général, vous savez que les petits fake out, quand c'est dans ce sens-là, c'est très bullish. Voilà, donc ça, c'est pour le RSI. Ensuite, alors je vais juste aller voir c'est quelle alarme qui a sonné. Oh, c'est pas important, c'est un petit altcoin.
donc on s'en fout. On va passer à l'indicateur suivant. Alors, on va s'enlever le graphique ce coup-ci, sinon on va rien voir du tout. Donc, ça n'a pas changé, hein. On s'est fait rejeter ici par la moyenne mobile 100. On est revenu essayer de s'appuyer sur la moyenne mobile 200 en bleu et la EMA 21 en rose. On les a cassés. Pullback, prochain objectif, toujours le même, la moyenne mobile 50 qui se trouve au 24 300 $. Et retenez bien 24 300 $ parce qu'on va revoir ce chiffre un peu plus loin dans l'analyse. Voilà, donc ça n'a pas changé. Et si on casse la moyenne mobile 50, bah malheureusement, en dessous, il y a plus grand chose. Hein. En dessous, c'est un peu le vide. Hein. Alors oui, on pourrait aller chercher peut-être une moyenne mobile 25, mais et encore, allez, on va voir. Mais voilà, en général, c'est pas bon signe quand on passe, voilà, même pas. Vous voyez, parce qu'elle est au-dessus de la moyenne mobile 25. Donc vraiment, c'est la moyenne mobile de la dernière chance, hein, parce qu'ensuite on passera en mode totalement bearish. Donc il faudrait réussir à tenir en weekly, hein, c'est 24 000 $. Pareil pour le ruban, hein, je pense. Hop, voilà, on est totalement en dessous le ruban. Alors, en mensuel par contre, on reste dans le ruban. On a le gros support aux 23 800 $. Donc il faudrait tenir ce niveau en mensuel. Mais en weekly, on est sous le ruban. Et en plus, mauvaise nouvelle. Alors rappelez-vous, on n'a jamais eu la confirmation bullish du ruban. Parce que pour avoir une confirmation bullish, il faut une double confirmation. Passer au-dessus du ruban, bien évidemment. Et avoir un réalignement haussier des moyennes mobiles du ruban. Comme ici. Voilà. On passe au-dessus. Et après, on a le croisement, le réalignement. Ça veut dire la plus faible au-dessus, la plus forte en dessous. Donc en gros, la jaune au-dessus, la rouge en dessous. Et pareil, à l'inverse, quand on a une baisse, être en dessous, ça ne suffit pas. Il nous faut, voilà, ici, le réalignement. La rouge au-dessus, la jaune en dessous. Et là, on est bien passé au-dessus du ruban, mais à aucun moment on a eu le réalignement total. Hein. C'était en cours, vous voyez, mais on n'a jamais eu la rouge en dessous, la jaune, enfin dans l'ordre. C'était toujours un embrougli. Voilà, c'était tout mélangé. Je cherchais un mot, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc on n'a jamais eu cette confirmation haussière du ruban. Et là, si on continue à chuter, au contraire, on est en dessous et on va avoir une confirmation baissière. On va avoir justement un réalignement baissier. Voilà. Donc il ne faudrait pas trop traîner sous ce ruban. Si la chute se prolonge encore quelques semaines, on va repasser malheureusement dans une forte tendance baissière par rapport au ruban des moyennes mobiles. Et c'est pareil sur les moyennes mobiles parce qu'on n'aura plus de support, on sera en dessous de toutes les moyennes mobiles. Le MACD. Alors, en weekly, vous savez qu'en général, ça ne m'intéresse pas trop. Mais voilà, donc on est toujours bearish. Sur le stock RSI, c'est pareil, mais on arrive en zone de survente. Enfin, on est déjà arrivé en zone de survente. Malheureusement, on peut y rester un certain temps. Vous voyez, on peut rester un certain temps et on peut même continuer à baisser. Hein. Pareil que quand on est en zone de surachat, vous voyez, on est en zone de surachat, ça ne nous empêche pas de faire des nouveaux plus hauts. Donc être en zone de survente, ça ne nous empêchera pas de faire des nouveaux plus bas. Ce qui va nous intéresser dès lors, c'est par contre quand on va sortir de cette zone de survente. Mais pour l'instant, voilà, on est en plein dedans et on est toujours bearish sur le MACD. En 2 semaines, voilà, c'est ce qui nous intéresse plus. Aïe, on a eu la première validation baissière, c'est-à-dire enfin, même la deuxième sur le stock RSI, c'est-à-dire premier croisement, deuxième, on repasse sous la zone de surachat. Voilà. Et à chaque fois, pratiquement, ça nous donne des forts mouvements baissiers. Sauf quand on n'a pas également l'aval du MACD. Alors, je ne sais plus c'est quoi les exemples. Voilà, par rapport ici, quand on est passé légèrement en dessous, le MACD était resté bullish. Du coup, vous voyez, c'était juste une petite correction, un peu comme on a là. Et ensuite, on a pu repartir à la hausse. Ici également, ça s'est produit. On n'a pas eu, alors, je vais pas rezoomer, mais on n'a pas eu l'aval. Et du coup, on a une petite correction. On a pu repartir à la hausse. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore la confirmation du MACD. Donc, on a encore un peu d'espoir. Mais, encore une fois, comme avec les moyennes mobiles, si la chute se prolonge trop dans le temps, alors, il y a 2 possibilités. Si on a une chute trop violente, ou même si on continue à descendre un petit peu, mais que ça dure encore 2 ou 3 semaines,
malheureusement, le MACD va croiser aussi à la baisse. On aura des belles bougies rouges sur le MACD, un croisement baissier. Et quand on a la double confirmation, eh bien à chaque fois, ça nous donne des grosses chutes. Voilà, donc on surveillera ça attentivement les semaines qui viennent. Ishimoku, bon bah comme on l'avait vu la semaine dernière, alors là on est en 2 semaines, donc bon, on va rester sur le 2 semaines rapidement. On a un support au 23 500 $. Bon, c'est à peu près, vous voyez, sur justement, parfaitement même, c'est parfaitement pile poil sur notre niveau d'achat principal qu'on attend hein, ici. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais en weekly, comme on l'avait vu la semaine dernière, il fallait s'attendre à chuter. Pourquoi? Parce que le support s'était volatilisé sous nos pieds. Puisqu'on avait depuis 3 semaines le support de la Kijun, mais malheureusement, la Kijun est montée. Et on avait vu la semaine dernière que du tout, on était dans le vide. Et donc, eh bien, il y avait de fortes chances de chuter. Le prochain objectif, bien entendu, et c'était pareil sur la Lightning Span, elle avait cassé le nuage, donc il n'y avait plus rien, mis à part là, la Tenkan. Donc on a la Tenkan aux 24 300 $. On en revient, rappelez-vous, aux 24 300 $ de tout à l'heure. Ici, eh bien, on a encore une fois un support aux 23 400 $. Donc par rapport à Ishimoku, on a les 23 400 $. C'est également le niveau, rappelez-vous, qu'on avait juste avant de la moyenne mobile 50. Mais si vous voyez, c'est à peu près, hop, 23 400 $. Vous voyez, on a quoi là? C'est des clôtures. Vous voyez les mèches ici, là. Là, on est pile sur le retest de, comme on l'a vu, de ce... Alors non, c'est pas sur ce graphique. Mais c'est le gros niveau là, qui a l'ancien range. Vous voyez le top des 2 bougies là et des 2 mèches, plutôt des 2 mèches là et des 2 mèches là. Mais les clôtures, vous voyez, les clôtures, c'est au même niveau. Alors peut-être vous mettre une ligne pour vous voyez de quoi je parle. Hop là, vous voyez, c'est le niveau. D'ailleurs, c'est le niveau des 2 mèches ici, des 2 bougies ici, de la mèche ici et des 2 bougies ici. Donc c'est un niveau relativement également important. On aura aussi, comme on a dit, la moyenne mobile 50. On aura la Tenkan sur la lagging span, donc la ligne blanche. Et on aura également le bas du nuage. Voilà. Par contre, bien entendu, si on casse ce niveau, alors des mèches en dessous, c'est pas très important, notamment pour aller chercher les 23 500 $. Donc une petite mèche rapide pour aller chercher notre objectif et remonter vite. Mais si on commence à s'installer en dessous, eh bien voilà, on sera, comme on l'a vu, très bearish sur les moyennes mobiles, sur le ruban, et également sur Ishimoku, parce qu'on sera sous la Tenkan, sous la Kijun et sous le nuage. Et la lagging span, il y aura un petit dernier espoir ici, hein, aux 22 500 $ avec la Kijun. Mais ensuite, voilà, c'est les abysses qui nous attendent sous ces niveaux. Donc ça, c'est pour Ishimoku. Oui, alors, pour finir avec Ishimoku, on a un petit croisement là ici, vous voyez, la Tenkan, vous voyez ici on avait un croisement bullish, hein, la Tenkan qui recroise à la hausse la Kijun. Ensuite on a pu avoir ce joli mouvement haissier. Là on a un croisement baissier. Donc en général il se passe quoi dans ces croisements? Eh bien on a souvent un rebond la semaine d'après, vous voyez, ou même la semaine en cours. Enfin on a un rebond très proche, vous voyez qu'il y a le croisement baissier. Ici on est sur un bottom provisoire, on a un rebond. Et on revient tester en général soit la Tenkan, soit la Kijun, soit s'il y a un nuage, le haut du nuage, comme ici. Et après, c'est justement là qu'est la clé. Donc là, encore une fois, vous voyez, on a un croisement baissier. On était encore une fois, vous voyez, sur pile poil sur le bottom. On a eu un rebond. Cette fois-ci, il faut faire attention au pullback. On a réussi à passer la Tenkan. On a réussi à passer la Kijun. Tout va bien. Donc, on avait trouvé un bottom. Ici, croisement baissier. Encore une fois, on était sur le bottom, donc rebond. On a réussi à passer la Tenkan et la Kijun. On a pu avoir un fort mouvement aussi. Hop, encore une fois, ici, on a eu un croisement baissier. On a eu, juste après, un bottom. Mais là, vous voyez que la Tenkan, le pullback, on a été rejeté. Ensuite, on a réessayé une autre fois. On s'est fait rejeter par la Kijun. Et ensuite par la Tenkan. Et on a eu ce gros mouvement baissier. Et c'est à peu près à chaque fois pareil. Quand on a des croisements baissiers, on est proche d'un bottom, on fait un rebond, et ensuite, la clé, c'est est-ce qu'on va être rejeté sur le pullback ou pas. Donc, grosso modo,
cette semaine ou la semaine prochaine, il y a de fortes chances qu'on ait un rebond, mais il faudra surveiller ce rebond. Si on repasse au-dessus de la Tenkan ou de la Kijun ou du nuage, de toute façon, les trois, vous voyez, ils vont être à peu près au même niveau, hein. Ouais, si on, mettons, on chute et on rebondit, hein, on aura la Tenkan, la Kijun, et alors ça sera une très grosse résistance parce qu'il y aura à peu près les trois dans la même zone, hein, aux alentours des entre les 26 et les 27 000 $. On aura ces trois niveaux. Et là, ce sera important. Si on est rejeté, malheureusement, on aura potentiellement une grosse chute. Si par contre on arrive à repasser ce pullback, eh bien, ce sera probablement très bullish. On aura potentiellement trouvé un bottom, comme à chaque fois que ça s'est produit. Alors, un petit tour sur le volume profile. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Voir si ça correspond à peu près avec le niveau qu'on a pu voir, si les volumes... Alors si je le trouve, oh, il est tout en bas. Alors on va, ouais, le graphique il est enlevé, on va zoomer un peu pour s'intéresser vraiment, voilà, je pense qu'on est bien là. Donc vous pouvez voir qu'on a un trou là dans le gros volume profile, on est sur un trou. Vous voyez, on était sur un trou. Et donc on est en train de combler un peu ce trou, et on a un premier support qui est ici. Et encore une fois, on est où? Sur les 24 400, 500 $. 24 500 $, c'est encore une fois le même niveau. Donc le premier gros support là, c'est toujours le même qui revient, les 24 400, 500 $. Et ensuite, on a encore un plus gros support ici, qui se trouve aux 22 200 $. Et c'est également un niveau important. Vous voyez, c'était toutes les mèches ici, c'était les clôtures ici, et c'était également, vous voyez, là, la grosse chute, c'était le rebond, enfin la clôture de bougie. Donc deux gros niveaux, 24 400 et ensuite 22 200 $, un énorme support. Vous voyez, c'est vraiment un très gros support. Alors, super trend. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le super trend, c'est tout simplement un indicateur très simple, hein. Il joue avec les clôtures, donc dès qu'on passe sous un certain niveau, il passe en rouge, et quand on repasse ce niveau, il repasse en vert. Et ça, c'est très bien pour marquer les tendances long terme. Vous voyez, ça nous délimite bien en général les bull run, les bear market, les bull run, les bear market, mini bull run, mini bear market, bull run, voilà, mini bear market, mini bull run, bear market. Voilà. Donc c'est un très bon indicateur pour les tendances moyen long terme. Et pour l'instant, tout va bien. Il se trouve au 23 600 $. Donc encore une fois, vous voyez, parfaitement, un peu comme la Kijun, hein, sur justement la zone d'achat, notre objectif principal, on va dire, enfin, notre second objectif principal après celui-là. Donc on peut y aller, on peut même faire une mèche en dessous, mais par contre, il faut éviter de clôturer en dessous, sinon, bien malheureusement, il repassera en rouge. Et en général, c'est plutôt mauvais signe. Pour finir, on va, je sais que vous aimez bien de temps en temps que je vous donne, que je vous montre des indicateurs que on ne voit pas souvent. Donc, nouvel indicateur. Par contre, il faut aller en daily. Donc, c'est un indicateur. Alors, on va simplifier. Ça vous donne à peu près les niveaux. C'est en gros un indicateur de risk-reward. Ça veut dire qu'il vous donne les niveaux où le risque est beaucoup moins important que les gains potentiels, que le reward. Donc, en gros, les niveaux, quand c'est en bleu clair, mais surtout bleu foncé, c'est-à-dire les gains potentiels sont beaucoup plus importants, beaucoup plus intéressants que les pertes potentielles. Quand c'est en vert, c'est plutôt neutre. Et quand ça passe dans le haut, le jaune, orange, rouge, eh bien en général, voilà, vaut mieux pas acheter parce que il y a un ratio risque-reward vraiment merdique. Au contraire, c'est même plutôt des niveaux où il faut penser à prendre des profits. Comme vous pouvez voir, en général, eh bien on est sur les tops de marché. Et au contraire, les niveaux, on peut remonter, hein, vous voyez, hop, sur les tops, sur les tops, sur les tops de marché. Et au contraire, les niveaux bleu foncé, eh bien en général, c'est les niveaux de bottom, les périodes d'accumulation. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en général, quand on sort de cette période bleue d'accumulation et qu'on repasse en vert, avant les sommets, on repasse jamais dans le vert, dans le bleu, excusez-moi.
Même là, vous voyez qu'on a eu 2 doubles tops. Même après cette forte correction, puisqu'on était toujours dans la même tendance haussière long terme, on est repassé dans le vert, mais pas dans le bleu. Là, on est passé dans le vert, on n'est jamais repassé dans le bleu avant le top. À part, bien entendu, ce petit événement. Ce petit événement, le Covid, où on a eu une forte chute, on est repassé dans le bleu. Alors très rapidement, hein, en bleu foncé, on a eu une bougie, et ensuite directement bleu clair et vert. Mais voilà, mis à part cet événement exceptionnel, puisque si jamais il n'y avait pas eu le Covid, je pense, vous voyez que ici, on aurait peut-être descendu, on se serait sûrement arrêté là, hein, sur peut-être un pullback sur cette zone-là, hein, sur le très joli accumulation, on serait peut-être venu faire un pullback ici, on serait probablement pas descendu en dessous des 8 000 $ et on aurait continué la hausse. Donc vraiment, ça c'est vraiment exceptionnel. Donc on est repassé en bleu. Donc théoriquement, et ensuite vous voyez en vert, jusqu'à ce qu'on soit sur les tops. Donc on a bien eu le bleu ciel, le bleu foncé, meilleure période pour accumuler du Bitcoin. On repasse en bleu clair, on est dans le vert. Donc une zone neutre. Théoriquement, si ça se passe bien, si on n'a pas d'événement comme celui-ci, eh bien, on ne devrait pas avoir de grosses chutes, c'est-à-dire on ne devrait pas repasser probablement sous les 20 000 $. Sinon, si on repasse sous les 20 000 $, on repassera en bleu. Chose qui n'a jamais arrivé, mis à part ici. Quoi qu'il en soit, si ça devait arriver, eh bien que sachez que ce sera, si on repasse bien en bleu foncé, hein, je ne parle pas du bleu clair, mais surtout le bleu foncé. Bon, bleu clair, c'est déjà un bon niveau d'achat, mais si on passe en bleu foncé, peu importe si c'est rapide ou plus lent, eh bien ce sera un très bon niveau pour ceux qui veulent faire de l'investissement long terme, surtout pour ceux qui n'ont pas commencé à accumuler du Bitcoin. Voilà. Mais théoriquement, ça ne devrait pas se produire, à part si on devait avoir un événement bearish très important, comme on a pu l'avoir ici. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire pour participer au giveaway des 40 € cette semaine. Et puis sinon, vous pouvez juste mettre un commentaire pour soutenir la chaîne et un petit pouce bleu. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!